Comme l'a dit, je ne sais pas, Harriet Tubman, probablement, soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour te voir devenir le méchant. D'accord, peut-être que cette phrase est un peu forte, elle ne s'applique pas vraiment ici, mais c'est l'idée que j'essaye de faire passer. Le problème, c'est que certains disent toujours « avant, tout était mieux, maintenant, tout est… » Parfois, tu dois regarder quelque chose que tu aimes s'effondrer lentement devant toi, et c'est douloureux. Malheureusement, c'est ainsi que je ressens désormais ce que j'ai aimé si longtemps et que je supporte à peine. Ceci est mon morceau officiel de Clash contre The Amazing Race. D'abord, je sais sûrement ce que vous pensez. Ce t-shirt et cette tasse sont des produits Geography Now disponibles sur geographynow.com. Allez sur le site, prenez ce que vous voulez. Les produits sont là, et oui, soutenez la chaîne. Procurez-vous les produits Geography Now sur geographynow.com. Ce n'est pas se vendre si c'est ta marque. Oh, attends, je dois utiliser mon autre œil. Si tu te demandes pour le cache-œil, j'ai eu un incident à vélo il y a quelques jours. Quelque chose s'est coincé dans mon œil. J'espère que ce n'était pas un insecte. Parce que maintenant, l'insecte est probablement en train de ramper dans mon cerveau et essaie de me convaincre de faire des trucs d'insectes comme détruire des cultures. Je ne sais pas, je n'arrive même pas à ouvrir les yeux. À la pharmacie, ils n'avaient plus de cache-œil. Donc j'ai dû prendre celui-ci dans un magasin de costumes et j'ai dû fabriquer moi-même une sorte de coussinet de fortune en dessous. La vie est folle. Bref, d'habitude, sur cette chaîne, vous savez, je fais des vidéos où soit je vous enseigne la géographie, soit je voyage et je vous montre le monde. Mais cette fois, j'ai envie de faire quelque chose qui me touche un peu plus personnellement. J'ai déjà posté ça sur mes réseaux sociaux, donc certains d'entre vous sont déjà au courant. Mais si vous ne le savez pas, l'une des rares émissions que je regarde vraiment et dont j'ai vu tous les épisodes est The Amazing Race. Cette émission m'a beaucoup aidé pendant la pandémie. Je me souviens que toutes les saisons étaient disponibles sur Hulu à ce moment-là. Ma mère et moi, on s'asseyait simplement là et on regardait chaque épisode. C'était notre truc, ce qui nous a permis de traverser la pandémie. Beaucoup d'entre vous disent que Geography Now vous a aidé pendant la pandémie et que vous avez vu tous les épisodes. J'apprécie cela. Vous savez, juste pour vous prévenir, c'est The Amazing Race qui m'a permis de traverser la pandémie. C'était génial. Pour ceux qui ne connaissent pas The Amazing Race, c'est une émission où des équipes de 2 font la course autour du monde. Ils relèvent des défis dans chaque pays pour un prix d'1 million de dollars. Et en fait, le seul moyen de transport qui leur est garanti, ce sont les vols en avion. Ils peuvent choisir ça. D'habitude, ils peuvent choisir leur vol en avion. Mais une fois au sol, ils doivent tout faire seuls, y compris la navigation. En taxi, train ou autre, ils doivent rejoindre le lieu indiqué grâce aux indices reçus. Arrivés sur place, ils relèvent un défi, généralement avec un objectif précis. Cela concerne la culture ou les valeurs du pays, des habitants ou de la région. Ils ne peuvent pas avoir de téléphone portable, ni d'appareil système de positionnement global. Ils peuvent demander leur chemin aux gens dans la rue, ou utiliser des cartes en papier. Ils peuvent en acheter s'ils le souhaitent. Et généralement, ces défis incluent un élément physique ou mental, ou un mélange des deux. Parfois, ce sont juste des défis extrêmes. Par exemple, s'ils doivent faire du saut à l'élastique, du parachutisme, ou nager avec des requins, ce genre de choses. C'est une émission vraiment cool et excitante, je l'adore. Donc chaque épisode correspond généralement à une étape de la course, et l'équipe qui arrive dernière à chaque étape est généralement éliminée. Au fil des épisodes, les équipes diminuent jusqu'à la dernière étape de la course. Et généralement, le dernier épisode réunit les 3 dernières équipes. Il y a parfois des étapes non éliminatoires où la dernière équipe à arriver est en fait sauvée et passe à l'étape suivante, mais généralement dans les épisodes non éliminatoires. La dernière équipe doit subir une pénalité pour accéder à l'étape suivante. Dans les premières saisons, ils prenaient tout ce que vous aviez, toutes vos affaires et tout votre argent. On vous donnait une somme allouée à chaque étape. Ils prenaient tout votre argent et affaires, seul votre passeport était autorisé. Et ensuite, à l'étape suivante, vous deviez vous débrouiller. Et d'une manière ou d'une autre, il fallait mendier dans la rue et obtenir de l'argent grâce à la gentillesse des inconnus pour payer, par exemple, votre course de taxi jusqu'à la prochaine destination. C'était intense, mec. La seule équipe de l'histoire de The Amazing Race à avoir eu la pénalité d'une étape non éliminatoire. On leur a tout pris, mais ils ont quand même gagné l'émission. Uchenna et Joyce, probablement l'une de mes équipes gagnantes préférées, si ce n'est ma préférée, de tous les temps. Ils avaient une histoire incroyable. C'était une bonne saison. Par exemple, Joyce a dû se raser la tête lors d'une épreuve en Inde. Beaucoup disent que c'est ce geste qui les a propulsés vers la victoire de toutes les missions. C'était fou. Plus tard, ils ont un peu assoupli cette règle. Et puis, au lieu de prendre toutes tes affaires et ton argent, ils te donnaient juste une pénalité de 30 minutes, où tu devais faire un speed bump dans l'épisode suivant, ce qui voulait dire que tu devais juste faire un défi supplémentaire avant que tout le monde commence, ce qui te ralentissait un peu. Je ne sais pas.
Je préférais quand ils prenaient à tes affaires et que tu devais mendier, mais l'émission évolue toujours. Il y a plein d'autres surprises et rebondissements. Par exemple, ils ont le Fast Forward qui permet de sauter une épreuve. Ils ont des demi-tours pour piéger d'autres candidats et leur imposer plus d'épreuves, ce qui les ralentit. Ils ont des Yields qui permettent de faire attendre une équipe 30 minutes avant l'épreuve, ce qui la ralentit et te fait passer devant. Il y a tellement de choses qui se passent. L'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de l'émission, en plus du fait que je suis un passionné de géographie, c'est qu'ils allaient généralement dans des endroits uniques et peu conventionnels. Ça a complètement déstabilisé le public américain. D'habitude, ça leur faisait découvrir de nouvelles cultures et des peuples dont ils n'avaient peut-être même jamais entendu parler. Ils ont commencé fort, visitant 4 continents dès la première saison, États-Unis, Afrique, Europe et Asie. Dans la saison 2, ils ont parcouru 5 continents, dont le Brésil. Ils ont démarré l'émission sur les chapeaux de roue. C'est l'une des raisons pour lesquelles la saison 12 est probablement ma saison préférée. Et surtout parce qu'ils sont allés au Burkina Faso, je ne me souviens pas d'une seule fois où une émission de télévision a fait quoi que ce soit au Burkina Faso. Cela a permis au monde de découvrir un pays inconnu de la plupart des gens. Et c'était vraiment une belle saison. Parce qu'ils devaient relever des défis où ils devaient, par exemple, exécuter une danse traditionnelle et mémoriser des mots dans la langue locale Mossi. Ils devaient traire des chameaux, ce qui valorisait cet endroit unique que peu de gens connaissaient. Il y avait des candidats remarquables, comme Ron et Christina, l'équipe père-fille que je soutenais. Ils ont fini 2e. Anecdote, elle a épousé Azaria, l'autre de la même saison. Il y avait les Goths, Kenton Vixen, la seule équipe gothique à avoir jamais participé à The Amazing Race, et ils se sont vraiment bien débrouillés. Ils excellaient dans les épreuves. Les 2 équipes sont revenues lors des saisons All-Star, avec toujours des rebondissements dans l'émission. Comme en saison 29, ils ont fait équipe avec des inconnus. C'était vraiment chouette à voir, cette dynamique gênante entre des inconnus. Ils devaient coopérer pour gagner le prix. À ce jour, c'est la seule saison où cela s'est produit. J'aimerais qu'ils le refassent. C'est un concept cool. Et c'est ça le truc. D'habitude, l'émission a un casting très vivant, coloré, merveilleux de candidats. Ils ont chacun leur histoire et des relations variées. D'habitude, les candidats sont simplement des Américains ordinaires, sans véritable expérience dans le voyage ou la présence médiatique. Ils ont simplement des métiers normaux, comme caissier ou avocat, tu vois. Parfois, ils invitent des personnalités publiques dans l'émission et ont même consacré une saison entière aux influenceurs des réseaux sociaux. Ils peuvent avoir d'anciens athlètes pros, des gagnants de concours de beauté, ce genre de choses. Ils ont réuni d'anciens candidats de Survivor, Big Brother et Amazing Race pour s'affronter une saison. C'était comme un duel entre 3 candidats de télé-réalité. Pour être honnête, je n'apprécie pas trop les épisodes avec des candidats célèbres, car ils ressemblent un peu à ces personnes. Ils avaient déjà gagné leurs émissions. Je me souviens que Rachel Gilly, déjà gagnante de Big Brother, avait été invitée. Donc c'est comme, pourquoi est-ce que j'aurais envie de regarder quelqu'un qui a déjà gagné $1 million se battre pour un autre $1 million? Je veux juste quelqu'un de normal, pas déjà riche, qui puisse gagner $1 million. C'est logique, mais je ne sais pas. À part ceux que j'ai cités, Eugenia, Joyce, Ron, Christina, les gothiques. En dehors d'eux, voici quelques-unes de mes équipes préférées les plus mémorables qui ont participé. En fait, j'ai noté ça, laisse-moi descendre ma liste, saison 5. Linda et Karen, les mamans du bowling, formaient une équipe joyeuse et pétillante. Elles avaient leur famille, et chez elles, elles aimaient juste le bowling. Et tu sais, on pourrait penser qu'elles étaient des outsiders, mais en fait, elles se sont plutôt bien débrouillées. Elles ont terminé à la 4e place. Elles allaient entrer dans le top 3, mais une épreuve d'escalade aux Philippines les a freinées. Mais franchement, elles formaient une super équipe. Charla et Myrna, tu sais, Charla avait une achondroplasie. Je pense que ça s'appelle le nanisme. Elle était la première personne de petite taille à participer à l'émission. Elles étaient très rusées. Par exemple, elles ont réussi à trouver des vols qui arrivaient à la destination plus rapidement que tous les autres candidats. Et elles ont simplement joué leur propre jeu, selon leurs propres règles. Et elles s'en sont très bien sorties. C'était vraiment génial à regarder, surtout Charla qui relevait tous les défis. Elle ne se souciait pas que les autres soient plus grandes qu'elle. Elle y allait tout simplement. Les frères Cowboy, Jet et Cord, étaient des favoris du public. Tout le monde les adorait. Ces gars-là étaient vraiment les cowboys par excellence. Ils portèrent des chapeaux de cowboy. Ils s'en sortaient plutôt bien lors des épreuves. Ils ont fini 2e cette saison. Tout le monde se rappelle des cowboys, des jumelles sri-lankaises, Nathalie et Nadia. Elles étaient très drôles. Elles se chamaillaient sans arrêt mais ont bien réussi la compétition. C'est d'autant plus drôle que Nathalie a ensuite gagné Survivor. Mais le plus grand bouleversement restait la saison 24.
Elles ont été ramenées pour une saison All-Star et elles ont été éliminées au premier tour en Chine. Mais l'épisode suivant se passait au Sri Lanka. Donc ça aurait été tellement génial de voir les jumelles du Sri Lanka au Sri Lanka. Je crois que la production a choisi exprès cette destination pour The Amazing Race afin de voir les jumelles, mais elles ont été éliminées. Donc c'est comme si on n'avait jamais pu voir ça, on n'a jamais pu voir les jumelles du Sri Lanka au Sri Lanka. Mais je suppose que c'est comme ça que les choses se passent parfois. Mon équipe préférée, la plus impitoyable, c'était probablement Tim et Marie. Les ex, genre ils montraient clairement, tu savais vraiment qu'ils étaient des ex. Ils disaient, après l'émission, si on gagne, on partage 50-50 et chacun part de son côté. Mais c'est bizarre parce qu'ils se chamaillaient et se disputaient tout le temps. Mais ces chamailleries et disputes les aidaient. Ça les aidait en fait. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient. C'était leur dynamique sociale. On sentait qu'ils partageaient exactement le même état d'esprit. Ils se comprennent parfaitement, sans bluffer l'un pour l'autre, mais apparemment se détestaient. Je ne connais pas Cole et sa mère. Chérie, tu sais, l'équipe mère-fils. J'ai toujours tendance à encourager, tu sais, les équipes parents-enfants, en partie parce que ça me parle plus. Tu sais, pour certains d'entre vous qui le savent déjà, après le décès de mon père, ma mère est un peu devenue ma dépendante. Et elle a commencé à vivre avec moi. Et je m'occupe un peu de tout ça. Je me sens plus connecté aux équipes de parents-enfants. Je crois qu'ils étaient l'équipe mère-fils la mieux classée et formaient une excellente équipe. Cole a toujours soutenu sa mère, qui a même changé l'huile d'une vieille voiture soviétique en Arménie, et il l'encourageait constamment. Super à voir. Mais mon équipe préférée reste Tony et Dallas, saison 13, l'équipe mère-fils, non? Encore eux? Je pense qu'ils auraient pu aller loin et gagner, mais le problème, c'était... Dallas a perdu les passeports dans un taxi en Russie, et ils ont été bloqués jusqu'à l'obtention de nouveaux passeports. Voilà pourquoi ils n'étaient pas à la finale, où tous les candidats soutiennent les gagnants. Ils étaient bloqués en Russie. Avec les passeports, Dallas aurait sans doute gagné et formé la première équipe mère-fils victorieuse. Leur dynamique était géniale, ils se soutenaient beaucoup. Mention honorable à Brooke et Claire, alias la dame à la pastèque dans la figure. Elle a reçu une pastèque en pleine figure. Tout le monde s'en souvient, et elles ont finalement terminé à la 2e place. Tu vois, le concept de l'émission est juste génial. Et j'adore ça et je l'apprécie, c'est pour ça que ça me fait autant de peine. Dire que l'émission est un peu nulle maintenant, je suis désolé, mais je dois être honnête. Et je comprends. Je sais que produire cette émission demande beaucoup. Chaque équipe a un caméraman et un preneur de son qui les accompagne constamment. À chaque réservation de vol, ils doivent de réserver pour 4, pas seulement 2. Et je sais qu'ils passent d'innombrables heures à essayer de trouver des destinations, des contacts locaux et des lieux pour les épreuves. Cela demande beaucoup de temps et d'efforts. Je le comprends à chaque saison et l'apprécie. Je trouve cela incroyable du côté de la production. Et je vais leur accorder un peu de clémence, parce que je sais que lors de la saison 33, toute l'émission a été affectée par la pandémie de Covid et ils ont dû s'arrêter en milieu de saison. Et puis, ça a un peu chamboulé le format, parce que pour les saisons suivantes, ils ont dû le modifier. Tous les candidats devaient prendre des vols charter, au lieu de choisir leur propre vol à l'aéroport. Et ils devaient rester dans les limites de l'Europe, parce que c'était l'un des seuls endroits ouverts à ce moment-là. Et je sais que chaque saison suivante depuis lors a essayé petit à petit de revenir au format original. Comme la saison suivante, la saison 34, ils essayaient encore de rester un peu prudents dans leur façon de faire les choses. Ils sont restés principalement en Europe, mais ils ont ajouté la Jordanie, ce qui était cool. Ils n'avaient jamais fait ça auparavant. Donc, ils ont ajouté une nouvelle destination, ce qui veut dire qu'ils avaient 3 continents impliqués. La saison 34 comptait Emily et Molly, jumelles séparées à la naissance et réunies adultes, une équipe marquante. Je les soutenais et elles ont fini 2e lors de la saison 35. Ils se sont un peu plus ouverts, ils ont fait l'Europe, puis ils ont aussi inclus l'Inde et un peu d'Asie du Sud-Est, donc ils se sont un peu plus ouverts. Cela semblait prometteur, ils ont remis l'option « Choisissez votre vol », puis la saison 36 est arrivée. Et à mon avis, ça a peut-être été la 2e pire saison de tous les temps après la saison 8. L'édition famille, où il y avait environ 10 équipes composées de 4 membres de la même famille, et ils ont inclus des enfants. Et en fait, ça se passait uniquement aux États-Unis et un peu au Costa Rica, au Panama, et c'est généralement considéré comme la pire saison de Amazing Race. La plupart des fans disent que c'était la pire, et je suis d'accord, mais la saison 36, c'était... Voilà. J'ai entendu par la rumeur que la saison 36 a en fait été tournée avant la saison 35, je crois. Voilà pourquoi ils maintenaient le vol charter. Les candidats ne pouvaient toujours pas choisir leur vol. Aussi, une partie de l'émission, j'ai oublié d'expliquer, c'est que normalement, lors de l'étape suivante, tu pars en fonction du temps avec lequel tu es arrivé au point de repos. Donc si tu arrives premier et que la 2e personne arrive 15 minutes après toi, alors le lendemain, elle part 15 minutes après toi.
Si tu arrives 30 minutes après, tu pars 30 minutes après. En général, tu pars selon ton heure d'arrivée après le précédent concurrent. Dans cette saison, ils n'ont pas fait ça. Ils ont simplement fait partir tout le monde avec des intervalles de 15 minutes les uns des autres. Concernant la saison 36, tout s'est déroulé en Amérique latine, sauf un épisode à la Barbade. Et comme la moitié des candidats parlaient déjà espagnol, donc il n'y avait pratiquement aucun problème de communication pour la plupart d'entre eux. Et il n'y avait pas de défi égalisateur. Vous savez, ces moments où tout le monde se retrouve au même défi parce qu'ils doivent faire attendre tout le monde. Donc, ça permet normalement d'équilibrer les chances. Non, là, c'était juste que celui qui était en tête du groupe avait pratiquement la garantie de gagner l'émission. Sans surprise, c'était les gars hispanophones. Et beaucoup des défis de cette saison étaient tout simplement incroyablement faciles. Je me rappelle que l'un des défis était juste de déplacer des ballons. Tu ne comprends pas. Certains défis de cette émission sont vraiment complexes, semblables à des énigmes à résoudre sans indice. Je me rappelle d'une saison où il devait répondre dans une pièce pleine de téléphones qui sonnaient, il fallait donc être très attentif. Tu devais récupérer des lettres sans savoir ce qu'elles formaient, juste deviner. La première saison, il fallait marcher avec des tigres. Tu devais traverser une vallée de tigres pour l'indice suivant. Souvent, l'émission poussait les gens hors de leur zone de confort, et c'était la partie la plus divertissante, comme la partie où ils devaient relever un défi difficile ou inconfortable. C'est ça que j'aimais dans l'émission. Mais cette saison 36, ils déplacent des ballons. C'était quoi? Je ne sais pas. C'était vraiment l'une des saisons les plus décevantes de toutes. Je ne crois même pas me souvenir de quelqu'un de cette saison-là. La saison 37 était plus prometteuse. Ils sont allés sur plus de continents, ils en ont fait 3, y compris l'Europe et l'Asie. Ils sont allés aux Émirats, ils sont allés, c'était quoi, à Hong Kong, en Indonésie et au Japon. Ça remonte. Donc je me dis, d'accord, ouais, bien, l'émission est de nouveau sur la bonne voie. Mais maintenant, on est à la saison 38, et c'est une saison où tous les candidats sont uniquement des candidats de Big Brother, et ça va se passer uniquement en Europe. J'ai l'impression qu'à chaque fois, The Amazing Race se rapproche de plus en plus du format original et attachant dont les gens sont tombés amoureux et qu'ils veulent revoir. Ils gâchent Bobach 2 avec une saison pourrie. Sérieusement mec, je ne regarde même pas Big Brother, donc je ne sais même pas qui sont ces candidats. J'ai regardé 1 ou 2 saisons de Big Brother, mais ce n'est pas mon truc car l'émission dure trop longtemps. Ils ont filmé l'émission sur environ 3 mois et tu dois la suivre en temps réel. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est parce que The Amazing Race passe après Big Brother sur CBS. Ils ont pensé que les fans de Big Brother regarderaient directement The Amazing Race après la fin de l'émission. Je comprends cette stratégie, mais cela isole ceux qui, comme moi, ne s'intéressent pas à Big Brother. Ils font sans cesse référence à Big Brother dans l'émission. On dirait que tous les candidats sont déjà dans la télé-réalité, certains semblent même avoir déjà gagné. C'est comme si plusieurs gagnants de Big Brother participaient maintenant à Amazing Race, mais uniquement en Europe. Tu restreins les destinations. Les gens aiment Amazing Race parce qu'on y découvre le monde, ou du moins une grande partie. Mais quand tu confines ça à un seul continent, tu dilues l'essence de l'émission et tu la réduis à rien de plus que des candidats de Big Brother. Bref, tout cela étant dit, j'ai beaucoup râlé, mais je ne veux pas juste râler et vous laisser ainsi. Je veux être quelqu'un qui propose des solutions. Donc, à mon avis, en tant que spectateur extérieur, quelles sont, selon moi, certaines façons dont The Amazing Race pourrait s'améliorer ? Eh bien, premièrement, arrêter de dépendre des personnalités publiques. Ramener l'émission à des Américains ordinaires, inconnus du public. Peu m'importe que le candidat ait 1 million d'abonnés ou soit célèbre. J'ai envie de voir de vraies personnes, avec des vies vraiment normales dans l'émission. Numéro 2. J'ai remarqué que la technologie a un peu gâché l'émission d'une certaine manière, parce que dans les premières saisons, il n'y avait pas de système de positionnement global, et si tu étais sanctionné pour avoir demandé aux passants d'utiliser des systèmes de positionnement global, oui, sanctionné pour ça, rendez l'émission plus difficile pour la navigation et ajoutez davantage de pénalités. Les gens s'en sortent avec beaucoup trop de choses. Et ils ne sont pas pénalisés à la toute fin de l'étape quand ils arrivent au point de repos. Augmenter les sanctions, je souhaite en voir davantage. Nous n'avons pas vu de pénalités depuis très longtemps dans l'émission, parce que parfois les pénalités peuvent faire toute la différence pour une équipe. Si l'équipe arrive, mais qu'elle se rend compte qu'elle a fait une erreur et qu'elle doit attendre, puis qu'une autre équipe la dépasse. Ces moments me manquent dans l'émission. Vous ne le faites plus. Remettez plus de pénalités. Ensuite, The Amazing Race doit retourner en Afrique. Nous n'avons pas vu d'épisode en Afrique depuis la saison 31. Les meilleurs épisodes de The Amazing Race se passent toujours en Afrique.
Il faut vraiment y retourner, ça fait trop longtemps. Rendez les missions plus difficiles. Les défis sont trop faciles. Tout le monde choisit l'épreuve physique, pensant qu'elle est plus facile. On ignore souvent l'autre défi, car presque personne ne le choisit. Peut-être qu'une équipe, comme lors de la dernière saison, avait choisi le défi construire la guitare. Au moins, on l'a vu, mais après, tout le monde a choisi le défi physique. Faites plus de défis équilibrés. Accordez un peu plus d'avantages aux équipes en fin de peloton, vous voyez? Sinon, vous allez juste suivre les 3 premières équipes qui sont devant toutes les autres. Et vous êtes quasiment sûr qu'elles vont gagner. Ce n'est pas drôle, c'est plus amusant quand un rebondissement permet à une équipe de fond de peloton de passer devant. Ensuite, l'émission doit être plus impitoyable, et elle est devenue petit à petit un peu plus impitoyable. Heureux que le demi-tour soit revenu après sa suppression pendant la pandémie. Il a été réutilisé plusieurs fois. Comme dans la saison 37, l'équipe mère-fille l'a utilisé contre les frères. L'émission devrait avoir plus de conflits. Je ne sais pas comment faire, peut-être choisir des personnes plus impitoyables. En général, il s'agit d'équipes en tension, comme des couples divorcés ou des personnes en conflit. Récemment, toutes les équipes ont été gentilles et cool entre elles, sans vouloir énerver personne. D'accord, allez, c'est plus amusant quand il y a une vraie concurrence, je ne sais pas. Si ça ne dépendait que de moi, j'enlèverais ça et ramènerais le moment où on te prend tout et tu dois mendier dans la rue. Je remettrai ça dans l'émission, je ne sais pas. Peut-être pour des raisons juridiques. Tu ne peux plus le faire maintenant, mais si tu y es autorisé légalement, je le remettrai dans l'émission. C'était un élément très amusant dans l'émission au début des saisons. Au début, les gens devaient et parfois dormir dehors. C'était vraiment intense. Ils dormaient littéralement dans la rue, à côté du défi. C'était comme ça, c'est à quel point l'émission est intense. Désormais, chacun a un petit hôtel sympa et touche une allocation pendant ces périodes de repos hors tournage. Laissez-les encore galérer, il faut plus de drame et des défis plus durs. Il faut arrêter de materner les candidats. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin d'indications, quelqu'un sort son smartphone et leur donne Google Maps. Non, il faut arrêter ça. Laissez ces gens vraiment découvrir le monde, les défis. Emmenez-les là où ils ne parlent pas la langue ni ne comprennent les coutumes ou la culture. Ils n'ont aucun avantage car ils ne connaissent pas cet endroit. Laissez-les découvrir le monde. Arrêtez de leur donner tout ce dont ils ont besoin dès le départ. La beauté du voyage, c'est d'aller dans un lieu inconnu et de s'en sortir. C'est ce que je veux voir dans The Amazing Race. Je ne sais pas, donc ce ne sont que mes 2 sous dans un seau de plusieurs millions de dollars. Je ne sais pas, à prendre ou à laisser, ce sont juste mes opinions. J'espère que mes abonnés de The Amazing Race ont aimé la vidéo. Si cela ne vous concerne pas, désolé, mais je voulais juste faire cette vidéo personnelle que j'avais prévue depuis un moment. À la vôtre, prenez soin de vous et restez à l'écoute.